1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, Le proverbe du jour. C'est pas ça. Qui commencer. Qui toujours fini. Men c'est ça qui commencer. Qui bail courage pour continuer. Ce proverbe antillais veut dire « ce n'est pas celui qui commence qui finit, toujours, mais c'est celui qui commence qui donne le courage de continuer ». Le 6 mai 1802, l'aube. Le port de Pointe-à-Pitre, les voiles de la flotte de Richepense apparaissent à l'horizon. Les soldats guadeloupéens reçoivent l'ordre de leur commandant en chef, Magloire Pélage, se rassembler dans la savane de Stevenson et se laisser désarmer. La capitulation est décidée. La soumission est l'ordre du jour. Dans les rangs, les hommes obéissent. La plupart. Parce qu'un général a dit d'obéir. Parce que l'armée adverse est écrasante. Parce que la peur est plus forte que la conviction. Mais dans les rangs, un homme refuse. Il s'appelle Joseph Ignace. Chef de bataillon, commandant du fort de la Victoire. Ancien esclave devenu charpentier, devenu officier après 10 ans de combat pour la République. Un homme qui sait exactement ce que l'arrivée de Richepense signifie, parce qu'il a lu les nouvelles de Paris, parce qu'il connaît la loi rétablissant l'esclavage, parce qu'il n'a aucune illusion sur ce qui l'attend s'il se laisse désarmer. Ce que signifie se laisser désarmer, c'est redevenir esclave, redevenir la propriété d'un autre, redevenir une chose plutôt qu'un homme. Après 10 ans de liberté, de combat, de galons gagnés sur les champs de bataille, redevenir une chose. Ignace refuse, sans hésiter, sans négocier. Dans la nuit du 6 au 7 mai, il s'enfuit avec Palerme, Massoto, Codou, Jacquet et 200 hommes. Ils traversent de la Guadeloupe dans l'obscurité, rejoignent Delgrès à Basse-Terre et la résistance de 1802 commence. Certains historiens le disent assez clairement. Ignace est le premier rebelle. C'est lui qui a refusé en premier. C'est lui qui a donné à Delgrès la conviction de résister. Sans Ignace, l'épopée de 1802 n'aurait peut-être pas eu lieu. Pour comprendre Joseph Ignace, il faut comprendre d'où il venait. Et d'où il venait, c'est le fond même de l'esclavage. Ignace naît esclave vers 1769 ou 1772. Les sources divergent sur la date exacte, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, esclave de naissance. Ce qui signifie que sa condition était inscrite dans son statut juridique avant même qu'il ouvre les yeux pour la première fois. La loi coloniale était claire. L'enfant suit la condition de la mère. Si sa mère était esclave, il naissait esclave, quel que soit son père, quel que soit son talent, quels que soient ses rêves. Son métier d'esclave, charpentier, un artisan qualifié qui travaille le bois, qui construit des maisons, des meubles, des éléments de bateau peut-être. C'est un métier particulier dans la hiérarchie de l'esclavage. Un esclave charpentier a une valeur économique plus élevée qu'un esclave des champs. Il a peut-être plus de liberté de mouvement, il est peut-être moins surveillé, et il développe une compétence manuelle, une intelligence pratique, une façon de résoudre des problèmes concrets qui vont lui servir autrement que son maître ne l'avait prévu. En 1792, les turbulences révolutionnaires atteignent la Guadeloupe. Des émeutes éclatent à Pointe-à-Pitre. La société coloniale tremble. Et Joseph Ignace, ce charpentier esclave, participe au soulèvement. C'est sa première apparition dans les archives. Un nom, une action, un refus. Imaginez ce moment, un homme qui n'a aucun droit légal, aucune existence politique, aucune liberté reconnue, qui se lève quand même, qui sort dans la rue, qui dit non à l'ordre des choses. Ce premier geste dit tout sur ce qu'Ignace était. Pas simplement un homme de circonstance, mais un homme qui avait quelque chose en lui qui ne pouvait pas se soumettre. En 1794, Victor Hugues débarque à Guadeloupe avec des troupes et le décret d'abolition. Ignace, désormais libre, s'enrôle dans les troupes républicaines. Il n'est plus esclave, il est citoyen, il est soldat.
et il va grimper les échelons militaires, avec une rapidité qui dit beaucoup sur ses capacités et son autorité naturelle. Cette période, de 1794 à 1802, est une fenêtre extraordinaire dans l'histoire des Caraïbes. Pendant 8 ans, en Guadeloupe, d'anciens esclaves dirigent des bataillons, commandent des forts, siègent dans des conseils militaires. C'est une rupture totale avec l'ordre colonial. Une expérience unique dans le monde atlantique de l'époque. Mais à Paris, les choses bougent. Bonaparte prend le pouvoir en 1799. Il épouse Joséphine de Beauharnais, née en Martinique, issue d'une famille de planteurs. Son entourage est favorable au rétablissement de l'esclavage. Les lobbies coloniaux reprennent de l'influence. Et en mai 1802, la loi du vin floréal rétablit officiellement l'esclavage dans les colonies françaises, abolissant ce que la Révolution avait accordé. Les nouvelles arrivent à Guadeloupe avant les bateaux de Richepense. Ignace les a lues. Il sait. Et ce qu'il sait, c'est que la flotte qui approche ne vient pas simplement pour changer de gouverneur. Elle vient pour remettre des chaînes à ceux qui les avaient brisées. De charpentier esclave à chef de bataillon. C'est le trajet extraordinaire de Joseph Ignace. Il combat contre les Anglais qui tentent de reprendre la Guadeloupe après l'abolition. Les Anglais, alliés des planteurs esclavagistes, veulent reprendre l'île et rétablir l'ordre ancien. Les soldats républicains de Victor Hugues, dont beaucoup d'anciens esclaves comme Ignace, les en empêchent. Ignace se distingue. Il monte en grade, capitaine, puis chef de bataillon. Il a une famille. Les archives mentionnent au moins 2 fils qui combattaient à ses côtés en 1802. Cette donnée est importante. Elle dit qu'Ignace ne combattait pas seul, pour une idée abstraite. Il combattait avec sa chair et son sang, pour ses fils, pour que ses fils ne redeviennent jamais esclaves. En 1801, Pélage le nomme commandant du fort de la Victoire, le principal fort défensif de Pointe-à-Pitre. Un ancien esclave charpentier commandant la principale fortification de la plus grande ville de Guadeloupe. La Révolution avait rendu possible ce qui était impensable, 10 ans plus tôt. Le 24 octobre 1801, Ignace est l'un des acteurs principaux de l'insurrection qui chasse Lacrosse de Guadeloupe. C'est lui qui organise, qui mène, qui coordonne. Pélage reçoit le commandement officiel, mais Ignace est la force motrice de la résistance. Et puis vient le 6 mai 1802. Richepense débarque. Pélage se soumet et Ignace refuse, comme on l'a dit dans l'accroche. Il s'enfuit avec ses hommes dans la nuit, il traverse un petit canal, il prend la mer vers Basse-Terre, il arrive le 8 mai. Et là, il joue un rôle que l'histoire sous-estime souvent. Delgrès à Basse-Terre hésite encore. Il ne sait pas exactement ce qui s'est passé à Pointe-à-Pitre. C'est Noël Corbet, arrivé avec Ignace, qui lui confirme la réalité. Les soldats noirs ont été désarmés et embarqués de force. Et avec Ignace présent, Delgrès entre en rébellion ouverte. Les semaines qui suivent sont des semaines de combats intenses. Ignace et ses hommes défendent le fort Saint-Charles, assiégé par les troupes de Richepense. Ils résistent, ils tiennent. Mais les forces sont trop déséquilibrées. Le 22 mai, ils évacuent le fort. Les résistants se séparent en 2 groupes. Delgrès part vers Matouba avec 300 hommes, vers ce rendez-vous avec la mort et la gloire que nous avons raconté dans le premier épisode. Ignace, lui, remonte vers le nord avec 675 compagnons et ses 2 fils. Il veut créer un second front, attaquer Richepense depuis Grande-Terre, diviser les forces ennemies. Le 24 mai, il investit la redoute de Bembridge, aux Abîmes, une position stratégique aux portes de Pointe-à-Pitre. Il fortifie, il se prépare. Le 25 mai au matin, les troupes de Richepense attaquent. Et avec elles, les 600 soldats de Pélage, des hommes de couleur guadeloupéens qui ont choisi le camp adverse, des Guadeloupéens qui combattent contre des Guadeloupéens. C'est l'une des dimensions les plus douloureuses de cette tragédie. La bataille de Bembridge est une hécatombe.
Les forces sont trop inégales. Ignace, ses hommes, ses 2 fils, écrasés. Près de 700 combattants meurent. Ce jour-là, les 250 survivants sont capturés. Ils seront exécutés le lendemain, le 26 mai, sur la place principale de Pointe-à-Pitre, celle qu'on appelait la place de la Victoire. Quelle victoire! Celle de Richepens, celle du rétablissement de l'esclavage, et Ignace lui-même. Plutôt que de tomber entre les mains de ses ennemis, plutôt que d'être capturé, enchaîné, exhibé, humilié. Joseph Ignace se tire une balle dans la tête. Vivre libre ou mourir, il avait fait le serment. Il l'a tenu jusqu'au bout. Joseph Ignace est une figure que la mémoire guadeloupéenne honore et que la France hexagonale ne connaît presque pas. À Bainbridge, aux Abîmes, une statue lui rend hommage. Une école porte son nom. Des rues. Et le 25 mai, date de sa mort et de la bataille, est une date de commémoration en Guadeloupe. Ces hommages sont réels, mais ils restent sat locaux. En France métropolitaine, Ignace n'est pas dans les manuels scolaires. Son sacrifice n'est pas enseigné. Son nom n'est pas connu. Cette invisibilité dit quelque chose sur ce que la France choisit de commémorer et sur ce qu'elle préfère laisser dans l'ombre de ses propres. Contradiction. Il faut aussi parler de la tension historiographique autour de son rapport à Delgrès. Certains historiens présentent Ignace comme plus radical, plus clairement indépendantiste que Delgrès. Là où Delgrès se réclamait encore de la République française dans ses proclamations, Ignace aurait été partisan d'une ligne plus dure, plus nette. Cette lecture est possible, mais les sources sont trop lacunaires pour l'affirmer avec certitude. Ce qu'on sait, c'est que sans lui, sans son refus du 6 mai, la résistance n'aurait peut-être pas eu lieu. Et il y a ses fils. 2 garçons morts avec lui, l'un tué au combat à Bainbridge, l'autre exécuté le lendemain sur la place de la Victoire. On ne sait pas leur âge, peut-être des adolescents, peut-être des jeunes hommes, qui avaient suivi leur père dans ce combat impossible. Cette dimension familiale de la mort d'Ignace est rarement mentionnée, et elle est bouleversante. Un père qui meurt avec ses fils pour ne pas redevenir esclave, pour que ses fils ne redeviennent jamais esclaves. Il n'y a pas de formule plus simple pour dire ce qu'était l'enjeu de 1802, comparé avec ce que la France commémore par ailleurs. Les soldats de Valmy ont leur monument national, les combattants de la résistance ont leur panthéon. Et Ignace, qui s'est battu pour les mêmes valeurs de liberté que la République française, proclamait, n'a pas de rue à Paris, pas de place dans les manuels nationaux, pas de journée dédiée au-delà des frontières de la Guadeloupe. Ce n'est pas un oubli accidentel, c'est le résultat d'un choix, honorer les résistances qui confirment le récit national et ignorer celles qui le contredisent. Ignace contredit le récit national. Il dit que la République a trahi ses propres principes, que la liberté n'était pas pour tout le monde. Et ça, la France officielle préfère ne pas l'enseigner à ses enfants. Joseph Ignace, né esclave vers 1769, charpentier, officier républicain, premier rebelle de 1802, mort à Bainbridge le 25 mai avec ses 2 fils. Il a parcouru un chemin que personne n'avait prévu pour lui, de l'esclavage total au commandement du fort principal de Pointe-à-Pitre. Et au moment décisif, quand tout le monde autour de lui se soumettait, il a refusé. Ce refus, ce geste du 6 mai au matin, ce départ dans la nuit avec 200 hommes, est peut-être le moment le plus important de toute l'épopée de 1802. Pas parce qu'il a réussi militairement. Il n'a pas réussi, mais parce qu'il a rendu possible la résistance, il a donné à Delgrès la conviction d'agir. Il a montré que le refus était possible, que des hommes pouvaient choisir la mort libre plutôt que la vie enchaînée. Il a tenu sa parole jusqu'au dernier souffle. C'est tout ce qu'on peut dire d'un homme. Ignace a levé les armes pour des hommes qu'on appelait moins que des hommes. C'est ça, le courage. Défendre ceux qu'on n'est pas obligé de défendre. Margot, Gabriel, soyez de ce côté-là. Joseph Ignace a choisi la liberté plutôt que la survie. Choisissez, vous, de ne pas fermer cette appli sans vous abonner. Figure de Guadeloupe. Sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, sur YouTube, Instagram et Facebook. Un commentaire, un like, un partage, c'est votre façon de dire que cette histoire compte.
chercher pour nous pas réfléchir. Yo pas nous la télé pour nous pas rassembler. Yo créé chômage pour nous rester à la merci. Pas sans vérité, yo les nous dépendent yo. Yo tiré chemin.